Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé conjointement par le Moniteur Les Formations et la Gazette des communes Les Formations. Webinaire que nous consacrons aujourd'hui à toutes les mesures qui ont été prises en matière d'urbanisme et d'environnement dans le cadre des lois d'urgence et de tous les textes qui sont parus récemment liés à la crise du Covid-19. Ce webinaire est animé par Séverine Buffet et Quentin Hunter-Mayer du cabinet Adamas Avocat. Donc, je laisserai se présenter rapidement juste après. Moi-même, je suis Joël Provenchère et je dirige les offres de formation, notamment du Moniteur et de la Gazette des communes. Avant de démarrer ce webinaire, déjà, donc, merci d'être tous présents. Je voudrais vous donner quelques éléments techniques sur le fonctionnement de ce webinaire. Donc déjà, les seules personnes qui ont entre guillemets le micro, donc qui peuvent prendre la parole oralement, donc ce sont les intervenants et moi-même. Donc tous les micros sont coupés. Il y a beaucoup de monde qui assiste à ce webinaire. Néanmoins, vous avez la possibilité de poser des questions au travers du petit panneau de configuration que vous devez avoir sur votre écran. Vous pouvez du coup écrire vos questions par ce biais. Et en fait, le principe, c'est qu'on traitera en fait l'ensemble de ces questions à la fin de l'exposé de Madame Buffet et de Monsieur Untermaier. Voilà. Donc, vous pouvez vous poser vos questions tout au long du déroulé de l'exposé, d'accord? Et puis après, on reviendra à la fin dessus pour pouvoir les traiter les unes après les autres. Si vous avez aussi quelques difficultés techniques, vous pouvez aussi nous laisser un message dans le champ des questions. Vérifiez simplement que vous avez bien votre micro qui est allumé au niveau de votre ordinateur et tout devrait bien se passer. Voilà. Quelques mots rapidement sur la Gazette des communes et Moniteur. Donc, sachez déjà que sur tout le long du mois d'avril et du mois de mai, nous sommes mobilisés pour proposer des formations en mode classe virtuelle ou e-learning. Nous avons modifié beaucoup de nos formations dans ce domaine pour qu'elles puissent être délivrées en mode distanciel. Donc, n'hésitez pas à consulter nos offres sur les sites internet qui sont dédiés, donc la Gazette des communes ou le Moniteur. Vous trouverez donc nos offres de formation, du coup, réorganisées en classe virtuelle pour pouvoir du coup suivre nos formations. Alors, peut-être, Séverine, le slide suivant. Séverine, peut-être le slide suivant. Oui. Ah, excusez-moi. D'accord, c'était le seul slide. OK. C'était le seul slide. Je reviens sur le slide, Joël. Voilà. Ouais, s'il vous plaît, ouais. Voilà. Voilà. Et juste rapidement aussi, je voudrais signaler à l'ensemble des personnes qui sont notamment dans le secteur de la sphère publique locale, au niveau des collectivités. Sachez que nous avons un nouveau dispositif, une plateforme que nous sommes en train de finaliser, qui ouvrira d'ici 10 jours à peu près, qui concerne l'ensemble des élus. Donc, c'est une formation proposée en mode digital pour l'ensemble des élus. Donc, c'est une plateforme et vous pouvez accéder à des ressources pédagogiques, soit sous forme de vidéos, soit sous forme de fiches pratiques, de quiz, etc. Donc là, on a proposé un contenu extrêmement riche qui est notamment dédié aux nouveaux élus, mais pas que, bien évidemment, aussi aux élus qui ont déjà renouvelé leur mandat et qui auraient besoin de monter en compétences sur de nombreuses thématiques liées au fonctionnement et au pilotage des collectivités. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole aux deux intervenants et je vous laisse démarrer votre intervention. Merci Joël. Donc, on va commencer par bienvenue à tous. Vous êtes assez nombreux pour ce webinaire. On est ravis d'avoir autant de personnes qui sont intéressées par la problématique de l'urbanisme et de l'environnement. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement, puis je laisserai Quentin faire. Donc, je suis Séverine Buffet, je suis avocat. Je travaille au sein du cabinet Adamas et j'interviens spécifiquement sur tout ce qui est droit de l'urbanisme et droit de l'aménagement.
Bonjour, Quentin Tamayer, je suis avocat aussi au cabinet Adamas et je travaille sur les problématiques d'aménagement, d'évaluation environnementale, les procédures de participation du public, de compensation. Voilà. Très bien. Alors, je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet maintenant. La problématique, donc, c'est le droit de l'urbanisme et le droit de l'environnement dans cette période si singulière, donc, de crise sanitaire. On va d'abord donc énoncer les textes qui sont intervenus. Donc, le premier texte, c'est la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Donc, c'est sur la base de ce texte qu'ont été prises les ordonnances donc, qui ont suivi, parce que dans cette loi, le législateur a habilité le gouvernement donc, à intervenir dans certains domaines qui relèvent normalement du domaine de la loi. Donc, on a la première ordonnance qui est l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence. C'est l'étude de cette ordonnance qui va nous occuper le plus longuement parce que si cette ordonnance-là, elle concerne un certain nombre de domaines du droit, elle a des impacts aussi en droit de l'urbanisme et en droit de l'environnement. Donc, c'est l'analyse de ce texte qui va nous occuper le plus. Ensuite, donc, il y a eu une deuxième ordonnance également du 25 mars 2020 qui porte, elle, plus spécifiquement sur l'adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. On verra du coup quelles sont les incidences en matière de contentieux du droit de l'urbanisme et du droit de l'environnement. Il y a ensuite encore une ordonnance du 25 mars 2020 qui, elle, traite la problématique de l'installation des antennes relais. On verra rapidement aussi quelles sont les modifications en termes d'instruction des demandes d'autorisation d'implantation des antennes relais. Ensuite, donc, il y a un décret du 1er avril 2020 qui est venu déjà porter dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire. Donc, pour être explicite, ce décret, il est venu déroger déjà à l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus. Donc, ce décret-là, il a des incidences en matière de droit de l'environnement. Quentin vous expliquera tout ça en détail. Ensuite, une autre ordonnance du 1er avril 2020 qui est, elle, relative à la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences territoriales. Là aussi, on verra quels sont les impacts de ce texte général donc, qui vient modifier un petit peu qui vient fixer des règles dérogatoires au CGCT. Donc, ça peut avoir des incidences en matière d'exercice des compétences d'urbanisme. Il y a eu publié aujourd'hui au JO, une nouvelle ordonnance du 8 avril 2020 qui porte diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Donc, cette ordonnance vient déjà modifier l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à l'organisation des juridictions de l'ordre administratif. Bon, on a souligné la publication de ce texte au JO ce jour. En soi, néanmoins, ça n'a aucun impact en matière de contentieux de l'urbanisme. Mais voilà, pour être complètement précis, on l'a souligné, mais ça ne change rien pour ce qui concerne le contentieux de l'urbanisme. La question qui se pose, et on sait que c'est déjà un petit peu dans les tuyaux, enfin en tout cas on en parle, vu que les promoteurs n'étaient pas très satisfaits du ralentissement du délai d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, il y a une nouvelle ordonnance qui devrait intervenir et qui viendrait du coup elle-même modifier les règles qu'on va vous expliquer. Pour l'instant, cette ordonnance, elle n'est pas encore adoptée, mais il faut être vigilant. Il est possible donc que cette ordonnance soit adoptée dans les prochains jours. Voilà. Donc ça, c'est pour un rapide tableau des textes sur lesquels donc on va s'attarder maintenant. Alors,
la première chose donc, qui doit retenir notre attention, c'est la notion de la période d'urgence sanitaire. Donc, toutes les règles qu'on va voir dans les prochains slides sont applicables dans la période d'urgence sanitaire. Donc, cette période d'urgence sanitaire, elle est définie à l'article 1er alinéa 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence. Cette ordonnance nous dit que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée. Ça signifie que pour appréhender la période d'urgence sanitaire au sens de l'ordonnance du 25 mars 2020, la première chose qu'il faut savoir, c'est quelle est la durée de l'état d'urgence sanitaire. La durée de l'état d'urgence sanitaire, lui, elle a été définie par la loi du 22 mars 2020. Et cette loi nous dit que, donc c'est l'article 4 qui suit, nous dit que l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de 2 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette loi du 23 mars 2020, pardon, j'ai avancé, voilà. Mais, j'ai été... Non, c'est bon, excusez-moi, j'avais avancé trop rapidement sur les diapos. Donc, sur la période de l'état d'urgence sanitaire. Donc, comme je vous le disais, la période de l'état d'urgence sanitaire, c'est 2 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi qui déclare l'état d'urgence sanitaire. Cette loi, elle date du 23 mars 2020 et elle a été publiée au JO du 24 mars 2020. En règle générale, en droit commun, une loi, elle est d'entrée en vigueur au lendemain de sa publication au JO. Sauf, justement, s'il y a une situation d'urgence et que, quand elle est promulguée, il est précisé qu'elle est d'entrée en vigueur immédiate. C'est précisément le cas ici. Compte tenu de l'urgence, elle est d'entrée en vigueur immédiate. Donc, ça signifie qu'elle est d'entrée en vigueur à partir du 24 mars 2020, ce qui signifie que l'état d'urgence sanitaire donc, court à compter du 24 mars 2020 pour une durée de 2 mois. Donc, l'état d'urgence sanitaire couvre la période entre le 12 mars et le 24 mai 2020. Donc, ça, c'est pour la période de l'état d'urgence sanitaire. Mais la période, elle, visée par l'ordonnance de 2020, c'est un délai d'1 mois qui suit la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ce qui signifie que 1 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, ça nous porte jusqu'au 24 juin 2020. Donc, on vous a fait une chronologie qui détaille tout cela. Donc, à chaque fois qu'on parle des délais de l'ordonnance du 25 mars 2020, ce sont les délais qui ont expiré entre le 12 mars et le 24 juin 2020. La question qui pourrait se poser après, c'est quand est-ce que vont recommencer à courir ces délais? Il y a des positions qui divergent sur cette question-là. Nous, les premiers, au sein du cabinet Adamas, on avait pu considérer initialement que les délais recommençaient à courir donc à partir du 25 juin 2020. Néanmoins, ce n'est notamment pas la position du Conseil d'État qui considère que les délais recommencent à courir le jour de l'expiration donc de la période d'1 mois qui suit la fin de la cessation donc de l'état d'urgence sanitaire, soit également le 24 juin 2020. Donc, pour une position complètement prudentielle, on va aussi computer les délais à partir de la période donc, du 24 juin. Voilà. Donc, maintenant, donc, on a défini ensemble cette période, donc le délai que couvre la période d'urgence sanitaire. On va donc décliner donc l'impact de l'ordonnance en suivant pas l'ordre des articles de 1 à
à 12, mais en reprenant donc par thématique. On va d'abord s'intéresser à l'impact donc de l'ordonnance sur l'instruction des demandes de décision administrative. Donc là, c'est l'article 7 de l'ordonnance relative à la prorogation des délais échus qui prévoit une suspension des délais. Ainsi, donc, je vais vous lire les dispositions de cet article. Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou de droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars sont à cette date suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au 1 de l'article 1er. Donc, cette période, c'est celle dont on vient de parler, c'est-à-dire la période qui court donc du 12 mars jusqu'au 24 juin 2020. Les organismes ou les personnes mentionnées à l'article 6, ça vise typiquement les services de l'État, mais ça vise aussi donc toutes les institutions locales. Le point de départ des délais de même nature qui aurait dû commencer à courir pendant la période mentionnée au 1 de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande, ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public. Donc, cet article 7, il est très riche, il a plein de conséquences sur l'application du droit de l'urbanisme. On va maintenant les décliner les unes après les autres. Quelles sont donc les décisions qui sont visées par ce dispositif de suspension? Concrètement, ça signifie que les demandes de permis, les demandes de déclaration préalable de travaux, les demandes de pièces complémentaires concernant les dossiers de permis ou de déclaration préalable, mais aussi les décisions de préemption, c'est-à-dire quand je vais avoir une DIA, quand je réceptionne une DIA, les recours gracieux, les demandes indemnitaires préalables, les décisions de retrait, la contestation de la conformité des travaux. Donc, toutes ces demandes-là qui sont adressées à une personne morale de droit public, une institution locale, elles vont entrer dans le champ de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Pour savoir quel est le sort qu'il faut réserver donc à ces demandes, il va falloir distinguer les hypothèses en fonction de la date de dépôt de la demande et plus précisément de son dépôt avant ou après le début de l'état d'urgence sanitaire, donc c'est-à-dire avant ou après le 12 mars 2020. Pour les demandes donc, qui seront déposées avant le 12 mars 2020, le délai d'instruction est suspendu jusqu'au 24 juin 2020. Donc, il n'y a pas de tacite, pas de possibilité d'obtenir une autorisation d'urbanisme tacite dans cette période. On rappellera que la suspension d'un délai, ça en arrête temporairement le cours sans effacer déjà le délai qui a couru. Donc, c'est-à-dire que le délai, il est arrêté, son cours est arrêté, mais qu'il recommencera à courir donc pour la période qui ne s'est pas écoulée avant le 12 mars 2020. Donc, on vous a fait un schéma qui récapitule donc cette chronologie et cette notion de suspension. Un exemple très concret. Si j'ai une demande de permis de construire pour un projet qui relève d'un délai d'instruction de droit commun de 3 mois, qui est déposé le 11 février, le délai d'instruction de cette demande est suspendu à compter du 12 mars. Donc, 12 mars qui est le début donc, de l'état d'urgence. Le délai est suspendu à compter du 12 mars et recommencera à courir à compter du 24 juin 2020 pour une période de 2 mois seulement, dans la mesure où il y avait déjà une durée d'1 mois qui s'était déjà écoulée entre le dépôt de la demande et la cause de suspension. On précise ici effectivement à chaque fois prévisionnellement parce que aujourd'hui, l'état d'urgence sanitaire dans la loi d'urgence, il a été déclaré pour une durée de 2 mois à compter du 24 mars 2020. Donc,
C'est pour ça qu'on considère que l'état d'urgence sanitaire, il est donc du 24 mars au 24 mai. Néanmoins, tout de suite dans la loi, il a été indiqué que l'état d'urgence sanitaire pourrait être prorogé. Cette prorogation nécessitera une nouvelle loi. Par contre, bon, ce qui est peu probable, mais ce qui est quand même prévu dans la loi, c'est que si ce délai devait être raccourci, ce raccourcissement de la durée de l'état d'urgence sanitaire, lui, pourrait intervenir par décret. Mais, pardon, c'est pour ça qu'à chaque fois, on indique prévisionnellement, parce que c'est en l'état de la loi d'urgence qui a fixé la durée pour 2 mois, mais cette durée sera probablement plus longue et du coup, ça impactera les délais. Pour les demandes, elles, qui sont déposées à compter du 12 mars, le délai d'instruction commencera à courir prévisionnellement à compter du 24 juin 2020. Il n'y a également pas de possibilité d'obtenir une autorisation tacite dans la période allant jusqu'à cette date. Donc, clairement, ce cas-là, il est plus simple que le cas précédent. Dans le cas précédent, le calcul des délais est forcément plus compliqué parce que ça va dépendre de la date du dépôt de la demande et du temps qui s'est déjà écoulé entre cette date-là et la cause de suspension. Ici, voilà, quelle que soit la date à laquelle c'est déposé, à partir du moment où c'est déposé postérieurement au 12 mars, le délai d'instruction, il commence à courir à compter du 24 juin 2020. Donc, un autre exemple, pour une demande de permis de construire déposée le 10 avril 2020, toujours si on prend une hypothèse d'un délai d'instruction de droit commun de 3 mois, le délai d'instruction commencera à courir à compter du 24 juin 2020. La suspension des délais, donc, ça s'applique aussi également expressément, donc c'est prévu par l'article 7, dont j'ai pu vous faire la lecture tout à l'heure. Donc, la suspension des délais s'applique expressément à la vérification de la complétude du dossier et à la possibilité de solliciter des pièces complémentaires. Donc, ça signifie que pour les demandes de permis qui sont déposées depuis le 12 mars, le point de départ du délai d'instruction et du délai d'1 mois pour adresser une demande de pièces complémentaires commencera à courir prévisionnellement à compter du 24 juin 2020. Pour les demandes de permis qui sont déposées entre le 12 février et le 12 mars, le délai maximum pour adresser une demande de pièces complémentaires est suspendu et recommencera à courir pour la durée non encore écoulée avant le 10 mars, prévisionnellement à compter du 24 juin 2020. Donc ça, c'est logique, je pense que vous l'aurez compris. Pourquoi 12 février, 12 mars? Parce qu'on sait que l'autorité qui est habilitée à instruire une demande d'autorisation d'urbanisme, elle a un délai maximum d'1 mois pour faire une demande de pièces complémentaires. Donc, ce qui explique que cela concerne les demandes qui sont donc antérieures au 12 mars, mais par contre, elles ne peuvent pas être antérieures au 12 février, dans la mesure où si on a du coup un dossier de demande qui est arrivé avant le 12 février, forcément, la demande de pièces complémentaires aura dû être adressée avant le début donc, de l'état d'urgence sanitaire. Pour les demandes de pièces complémentaires en cours, c'est un cas qui est donc plus compliqué. À notre sens, dans cette hypothèse-là, ce ne sont pas les dispositions de l'article 7 qui s'appliquent, mais ce sont les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance. On verra tout à l'heure quel est le contenu de cet article 2 quand on verra, donc c'est le même régime que pour les délais de recours contentieux. Mais donc, dans cette hypothèse-là, à notre sens, le délai de 3 mois pour répondre à une demande de pièces complémentaires, il n'est pas suspendu. La suspension, ça ne vaut que par rapport à une action donc d'une personne morale de droit public, comme le disait l'article 7. Ici, du coup, c'est une hypothèse de prorogation. Ainsi, pour les demandes de pièces dont le délai de 3 mois pour répondre expirerait avant le 24 juin, le pétitionnaire aura jusqu'au 24 août pour répondre.
pour les demandes de pièces dont le délai de 3 mois expirerait, lui, après le 24 juin, soit les demandes de pièces reçues après le 24 mars, là, il n'y aura pas de report pour le pétitionnaire pour répondre à sa demande de pièces complémentaires. Je pense que vous comprendrez plus le fonctionnement de ce mécanisme de prorogation un peu plus tard dans le déroulé de notre présentation. Donc, pour continuer donc, sur la portée des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance, la suspension des délais qui est prévue par cet article 7 s'applique également aux décisions de retrait des décisions administratives. Donc, pour les décisions administratives dont le délai de retrait n'est pas expiré au 12 mars 2020, ce délai se trouve suspendu jusqu'au 24 juin 2020 et reprendra son cours ensuite. Pour les décisions qui, elles, sont prises à compter du 12 mars 2020, le délai de retrait de ces décisions commencera à courir à compter du 24 juin 2020. Donc là, si on prend le délai de retrait pour les permis de construire, par exemple, délai de retrait donc, de 3 mois à compter de la date de la décision. Donc, si le permis de construire est délivré aujourd'hui, si le permis de construire est délivré le 9 avril, le délai de retrait de ce permis ne commencera à courir qu'à compter du 24 juin 2020. Alors, il y a effectivement donc un mécanisme de suspension des délais qui est prévu, mais ce mécanisme-là n'est pas une obligation pour la collectivité qui instruit les demandes. La personne morale de droit public, la commune, le PCI, peut tout à fait décider donc d'agir durant ce délai, notamment pour prendre une décision. Après, il faut être vigilant parce qu'il faut voir si vous, collectivité, vous serez en mesure de le faire régulièrement parce que vous allez devoir consulter un certain nombre d'organismes et il est possible que ces autorités-là ne soient pas en mesure de se prononcer ou elles aussi, on va le voir, bénéficient donc d'une suspension de leur délai pour rendre leur avis. Donc du coup, c'est ce qui peut en fait ralentir votre action et vous empêcher, le cas échéant, si vous avez les moyens humains de continuer à instruire, de prendre cette décision. En effet, donc, les consultations vont subir le même sort que l'instruction des demandes. C'est l'article 7 encore de l'ordonnance qui s'applique et qui prévoit aussi expressément qu'il s'applique pour les consultations prévues dans le cadre des procédures d'urbanisme et d'environnement. Donc, le même dispositif de suspension des délais est donc prévu pour ces consultations. À titre d'exemple, on pense à la consultation des personnes publiques associées sur un projet de PLU. On pense aussi aux avis qui doivent être recueillis préalablement à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, avis de l'autorité environnementale pour les projets qui seraient soumis à évaluation environnementale. Je pense à l'ABF, on pense à la commission départementale d'aménagement commercial. Voilà, toutes ces autorités-là qui peuvent être amenées à être consultées. À partir du moment où vous les avez saisies, où leur demande de saisine arrive, donc après le 12 mars 2020, la suspension qui est prévue par l'article 7 est aussi complètement applicable les concernant. Ça joue aussi pour les avis qui doivent être recueillis préalablement à la délivrance d'une autorisation environnementale. On pense au CODERS, à la commission départementale de nature, de la protection des sites. Je ne sais pas si j'ai bien dit l'acronyme, Quentin. C'est ça. Ouais, de la nature, voilà. protection des sites. Voilà. Et là, c'est NPN également. Donc,
des exemples, voilà, comme je vous disais, donc pour une saisine pour avis effectuée avant le 12 mars et dans l'hypothèse où le délai imparti à l'autorité consultée pour répondre n'est pas expiré, ce délai est suspendu et recommencera à courir prévisionnellement le 24 juin 2020. Donc, c'est exactement le même mécanisme. Et pour une saisine pour avis qui est opérée donc, depuis le 12 mars, le délai de réponse commencera à courir à la fin de la période d'urgence sanitaire, soit prévisionnellement à compter du 24 juin 2020, sauf prorogation de l'état d'urgence sanitaire par une loi. Donc voilà pour déjà toutes les incidences de l'article 7 sur le droit de l'urbanisme et de l'environnement. Passons maintenant à un autre article qui est l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative donc à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. Cet article, donc, il énonce que les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au 1 de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la fin de cette période. Donc ça vaut pour les mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation, de médiation, les mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction. Et ça vaut donc pour les autorisations, les permis et les agréments. Ça vaut aussi pour les mesures d'aide, d'accompagnement et de soutien aux personnes en difficulté sociale et les mesures d'aide à la gestion du budget familial. Ça nous intéresse moins directement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça vaut donc pour les autorisations, les permis et les agréments. Ça a donc des incidences sur la validité des autorisations environnementales et d'urbanisme. Ainsi, pour les décisions dont le terme survient, donc qui seraient censées arriver à échéance entre le 12 mars et le 24 juin, leur validité est prorogée jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois courant à compter prévisionnellement du 24 juin 2020. Pour les décisions, en revanche, dont le terme survient après le 24 juin, il n'y a aucune mesure spécifique. Donc, ça ne vaut vraiment que, si on prend un exemple d'un permis de construire, ça vaut vraiment pour un permis de construire qui viendrait à expiration ou dont la caducité donc, serait effective normalement entre le 12 mars et le 24 juin. Dans ce cas-là, donc, il bénéficie d'une prorogation de sa durée de validité. Autre disposition de l'ordonnance, donc, ça concerne le contrôle des travaux et des décisions administratives. Donc là, cette fois-ci, ce sont les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Au terme de ces dispositions, donc, il est donc prévu que lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi ou au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature, sont à cette date suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au 1 de l'article 1er, sauf lorsqu'il résulte d'une décision de justice. Le point de départ des délais de même nature qui aurait dû commencer à courir pendant la période mentionnée au 1 de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. Donc cette période, c'est toujours cette période du 12 mars jusqu'au 24 juin. Alors, en droit de l'urbanisme, ces dispositions, elles sont applicables pour les mesures administratives qui peuvent être prises par les autorités compétentes en matière de conformité de travaux aux autorisations délivrées au permis, après donc la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Mais à notre sens, elles sont applicables aussi en cas de mesures administratives en matière d'infraction en droit de l'urbanisme. C'est le tout nouveau article L480-1 du Code de l'urbanisme, issu donc de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019. Concrètement, cela signifie que soit quand on est dans un cas de contrôle de conformité des travaux, donc après DACT, soit quand on est donc en matière d'infraction
au droit de l'urbanisme et que l'autorité compétente a fait usage de son nouveau pouvoir de prendre des mesures administratives en mettant en demeure l'auteur de l'infraction, donc de régulariser les travaux, ça veut dire que cette fois-ci, celui qui est destinataire de la mise en demeure va bénéficier d'une prorogation de délai pour régulariser ses travaux ou pour demander une nouvelle autorisation qui sera de nature qui permettra la régularisation. Donc, c'est-à-dire que normalement, celui qui n'a pas respecté son autorisation d'urbanisme et qui se voit mis en demeure de le régulariser dans la DACT, ou celui qui est en infraction et qui se voit aussi mis en demeure de régulariser, soit en réalisant des travaux, soit en demandant une nouvelle autorisation d'urbanisme, et ben, il aura plus de temps pour le faire. Donc, ainsi, les délais impartis dans le cadre de la mise en demeure qui ne seraient pas expirés avant le 12 mars, donc délai imparti pour réaliser les travaux permettant d'assurer la mise en conformité ou procéder à la régularisation des travaux, ces délais sont suspendus prévisionnellement jusqu'au 24 juin 2020. Donc, c'est toujours le même mécanisme de suspension. Il faudra prendre en compte le délai écoulé avant le 12 mars pour pouvoir calculer. Le délai restant, le délai qui reste à courir, à compter donc du 24 juin 2020. Pour les délais impartis dans le cas de mise en demeure qui seraient donc reçus par leur destinataire entre le 12 mars et le 24 juin, donc dans la période d'urgence sanitaire, ces délais impartis dans la mise en demeure, ils commenceront à courir à compter du 24 juin. Alors, je vais laisser Quentin aborder maintenant la question du contrôle des travaux et des décisions administratives en droit de l'environnement. Il va vous expliquer qu'effectivement, en la matière, il y a une spécificité, vu qu'il y a eu des règles spécifiques de dérogation à l'ordonnance du 25 mars 2020. Merci Séverine et bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais essayer effectivement de vous présenter les impacts de l'ordonnance en droit de l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, d'abord que les règles de l'ordonnance qui prévoient la suspension des délais, elles s'appliquent bien en droit de l'environnement. Néanmoins, en droit de l'environnement, on va avoir un certain nombre d'exceptions qui concernent certaines catégories d'actes pour lesquels les délais vont reprendre leur cours. Alors, pourquoi ces exceptions? Très simplement parce que, en droit de l'environnement, certaines activités, certaines installations génèrent des risques et que ces risques doivent continuer à être prévenus, y compris pendant la période d'urgence sanitaire. Alors, il faut savoir que ces exceptions, elles avaient déjà été annoncées par l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui avait prévu qu'un décret déterminerait les catégories d'actes pour lesquels, pour des motifs de sécurité, de protection de la santé, de préservation de l'environnement, les délais reprendraient leur cours. Alors, comme Séverine vous l'a présenté en début de présentation, ce décret, il a été adopté le 1er avril, il a été publié au journal officiel le 2 avril et il est entré en vigueur le lendemain, ce qui fait que un certain nombre de délais vont reprendre leur cours à partir du 3 avril, malgré la période d'état d'urgence sanitaire. Si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Non. Parfait. Si, ouais, c'est bon. Super. Alors, quels délais sont concernés? Alors, les délais qui sont concernés sont relatifs à des mesures, des contrôles, des analyses, des surveillances qui sont pris en application du Code de l'environnement, du Code de l'énergie, du Code minier. Alors, ça va concerner un certain nombre d'activités et principalement les installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE. Donc, les délais qui sont prévus dans une mise en demeure qui est faite à l'exploitant d'une ICPE
éventuellement les sanctions administratives qui sont prises à l'encontre d'un exploitant, pardon, et de manière générale, les délais qui sont prévus par des arrêtés ministériels, par des arrêtés préfectoraux et qui encadrent le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Pour illustrer, si aujourd'hui un exploitant n'est pas en conformité avec son arrêté préfectoral d'autorisation et que le préfet le met en demeure de réaliser tel ou tel travaux dans un délai fixé, eh bien, le fait qu'on soit en période d'état d'urgence sanitaire ne sera pas une cause d'interruption, de suspension de ces délais. D'accord ? Ça se conçoit assez bien parce qu'on ne pourrait pas avoir, enfin ce serait dans le cas contraire, en quelque sorte ajouter à la crise sanitaire une éventuelle catastrophe industrielle, technologique ou écologique. Et bien évidemment, on ne peut pas concevoir que des mesures qui sont imposées pour prévenir un certain nombre de risques ne soient pas prises ou respectées en raison de l'état d'urgence sanitaire. Si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, simplement pour dire que la reprise du délai, donc reprise du délai au 3 avril, hein, elle vaut également pour d'autres mesures, contrôle, analyse et surveillance qui seront prises dans le domaine de la police de l'eau, dans le domaine des déchets, dans le domaine de la protection de la nature, en application du code minier, pour la sécurité des ouvrages hydrauliques, donc comme les barrages, les systèmes d'endiguement, pour la sûreté nucléaire. De manière générale, il faut retenir que toutes les mises en demeure et sanctions administratives prises en cas de manquement aux prescriptions qui sont fixées par le Code de l'environnement, le Code de l'énergie et le Code minier entrent dans le cadre de cette dérogation à la dérogation et donc reprise du délai au 3 avril. Voilà pour cette slide-là. Alors, ça va concerner aussi, alors cette fois plus dans le domaine des IOTA, donc des installations, ouvrages, travaux, activités, donc qui sont soumis à la loi sur l'eau, les délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d'eau, des actions d'entretien de cours d'eau, des dragages et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, qui sont fixées dans les arrêtés d'autorisation environnementale de type IOTA, dans les IOTA soumises à déclaration, dans les dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Voilà, on peut imaginer le cas de délais qui sont impartis par un arrêté préfectoral portant dérogation au titre des espèces protégées pour imposer aux bénéficiaires de cette dérogation de réaliser un certain nombre de travaux, de mesures compensatoires liées à la destruction de ces espèces protégées. Et bien dans ce cas-là, les délais qui sont fixés dans cette dérogation recommencent à courir à compter du 3 avril 2020. Voilà. Alors, pour conclure sur la reprise des délais dans le domaine de l'environnement, il faut bien garder à l'esprit que cette dérogation, elle ne concerne pas l'instruction des déclarations, des demandes d'autorisation qui restent suspendues, prorogées jusqu'au 24 juin 2020 dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance. C'est simplement ces mesures de surveillance, de contrôle qui sont imposées pour certaines activités qui présentent des risques pour l'environnement, la santé humaine, la sécurité, la salubrité publique. D'accord ? Alors, pour chacune de ces mesures de surveillance, de contrôle qui sont assorties d'un délai, il faut bien s'interroger sur les délais qui vont rester à courir en tenant compte de cette période de suspension qui aura duré entre le 12 mars et le 3 avril, pendant lequel donc les délais auront été suspendus. Alors, si je prends l'exemple, c'est le petit schéma en dessous.
d'une mise en demeure de réaliser des travaux avec un délai de 3 mois et donc qui me serait imposé depuis le 12 février. Donc, mon délai a commencé à courir du 12 février jusqu'au 12 mars. Et là, du 12 mars au 3 avril, j'ai une suspension du délai. Au 3 avril, mon délai va recommencer à courir. Et cette fois, au lieu d'aller jusqu'au 12 mai, qui aurait été le terme initial de ma mise en demeure, à l'issue duquel j'aurais pu être sanctionné par le préfet pour manquement et non-respect des prescriptions, des prescriptions qui m'étaient imposées, eh bien, le nouveau terme sera fixé au 3 juin parce que j'ajoute ces 22 jours entre la période du 12 mars et du 3 avril où les délais étaient suspendus. Voilà pour cette slide. Merci. Alors, bien évidemment, en conclusion, ce qu'on peut dire sur cette dérogation, c'est qu'elle implique l'engagement possible de la responsabilité de l'exploitant à l'égard de l'administration et des tiers en cas de non-respect des prescriptions préfectorales. Elle engage potentiellement aussi la responsabilité de l'administration si elle a une carence dans l'exercice de son pouvoir de contrôle à l'égard de l'exploitant d'une installation classée. Bien sûr, ça ne veut pas dire que dans toutes les situations où l'administration impose à l'exploitant la réalisation de mesures ou de travaux dans un certain délai, la discussion et la négociation, entre guillemets, est impossible. C'est parfaitement possible et il y aura sans doute un certain nombre de cas où l'exploitant se rapprochera de l'administration et discutera si par exemple il y a des problèmes, une mesure prescrite n'a plus de sens en période d'état d'urgence sanitaire, il viendra discuter avec l'administration pour voir s'il est possible de revenir sur cet arrêté ou non. Mais simplement, la règle, ce n'est plus une suspension de plein droit, c'est une exception à cette dérogation et le retour, entre guillemets, à la normale pour un certain nombre de décisions assorties de délais dans des domaines du droit de l'environnement. Voilà sur ce point. Alors, c'était le premier aspect de mon intervention sur le droit de l'environnement et l'ordonnance. Un autre point qui est important concerne les procédures de participation du public. Alors, le principe qui est posé par l'article 7 alinéa 3 de l'ordonnance, c'est que les délais qui sont prévus pour la participation du public sont suspendus. A priori, selon notre lecture du texte, il s'agit d'une suspension qui est de plein droit et qui concerne l'ensemble des procédures de participation du public. C'est-à-dire à la fois les procédures de participation en amont, débat public, les différentes formes de concertation prévues au titre du Code de l'urbanisme ou du Code de l'environnement, également les procédures en aval, enquête publique, mise à disposition par voie électronique au sens de l'article L 123-19, également toutes les procédures de mise à disposition dites hors procédure particulière, et en plus de ces procédures, je dirais, formalisées dans les textes et dans le Code de l'environnement, eh bien, tout type de procédure de participation du public qui peut s'appliquer dans tel ou tel domaine, dès lors qu'un texte prévoit que pour réaliser, par exemple, tel plan d'épandage, eh bien, vous devez procéder à une concertation avec la population. Donc, au vu de la rédaction de l'ordonnance, on serait tenté de dire que ces délais sont suspendus de plein droit, quelle que soit la procédure de participation du public. Alors, on déduit de cette formulation, de cette rédaction, qu'il n'y aurait pas en principe de nécessité d'adopter un acte particulier pour suspendre la participation du public. Ceci étant dit, cela n'interdit pas de le faire.
Et par exemple, la CNDP, alors pour des projets de très grande envergure, a quant à elle pris des décisions le 1er avril pour soit décider de la suspension des procédures en cours pour lesquelles un débat ou une concertation était actuellement en cours, ou pour décider du report de l'organisation d'un débat public lorsque le débat n'avait pas commencé. Donc, bien entendu, il est possible d'avoir une décision express, et dans ce cas, cette décision express, elle relève de la compétence de l'autorité qui organise la procédure de participation du public. Alors, ça, c'est le cas général. L'ordonnance a prévu une exception pour les enquêtes publiques qui concerne, alors c'est un dispositif exceptionnel hein, qui concerne les projets qui présentent cumulativement un intérêt national et un caractère urgent. Alors, l'idée, c'est de ne pas retarder ces projets et de permettre la poursuite de l'organisation de l'enquête portant sur ces projets. Alors, il est à la fois possible pour des enquêtes qui ont déjà commencé, qui sont en cours à la date du 12 mars 2020, de poursuivre l'enquête, mais cette fois uniquement en ayant recours à des moyens électroniques dématérialisés. Il est également possible d'adapter la durée totale de l'enquête. Pour les enquêtes qui n'avaient pas encore commencé, mais qui doivent néanmoins être organisées compte tenu des critères que nous avons rappelés plus haut, c'est le caractère urgent d'un projet d'intérêt national, il est possible d'organiser une enquête publique, de prévoir cette enquête publique uniquement par des moyens électroniques dématérialisés. Alors c'est sûr que à ce stade, on ne sait pas encore très bien, on ne sait pas même bien ce que recouvre la notion de projet d'intérêt national et de caractère urgent. Donc ces notions peuvent présenter un risque si on considère que on a tendance à avoir une interprétation extensive ou non de ce que représente un projet d'intérêt national et un caractère urgent. Pour donner une illustration, il y a eu le cas de la RCEA, qui est une voie express, pour lequel on pouvait lire le préfet a décidé la poursuite de l'enquête qui était en cours uniquement par des moyens électroniques. Ça veut dire que toutes les permanences du commissaire enquêteur ne pouvaient pas se tenir. L'enquête se poursuit par voie dématérialisée uniquement, et on pouvait remarquer un certain nombre de remarques de la part de participants ou d'associations de protection de l'environnement qui contestaient le caractère national et l'urgence du projet en question. Donc, c'est un dispositif qui doit rester, à notre sens, exceptionnel, et une vision extensive de ce qu'est un projet de caractère national et urgent pourrait engendrer un certain nombre de risques juridiques. Voilà. La dernière question qui se pose, c'est sur les procédures organisées uniquement par voie électronique, parce que c'est vrai qu'en lisant l'ordonnance, on peut penser que ces procédures sont suspendues automatiquement. En même temps, on a l'impression que ces procédures pourraient continuer malgré les restrictions liées à l'état d'urgence sanitaire. Donc, nul doute qu'il y aura matière à discussion s'agissant de ces procédures. Et vous aurez compris qu'à ce stade-là, je ne souhaite pas forcément prendre une position tranchée sur cette question. Je laisse maintenant la parole à Séverine pour reprendre sur le contentieux, les délais de recours contentieux. Parfait. Merci Quentin pour tous ces éléments de précision très clairs. Alors effectivement, donc on va maintenant en venir à la question donc du contentieux, en commençant sur
le volet des délais de recours contentieux. Donc là, c'est l'article 2 de l'ordonnance qui va nous intéresser. Donc toujours cette ordonnance du 25 mars 2001, relative à la prorogation des délais échus. Donc, ce n'est pas l'ordonnance qui a été prise spécifiquement sur les procédures contentieuses devant les juridictions administratives qui a fixé la question des délais de recours. Cette ordonnance, d'ailleurs, renvoie expressément à l'article 2 de l'ordonnance relative à la prorogation des délais échus. Alors, cet article 2 nous dit que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier non avenu ou d'échéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er, donc pendant la période entre le 12 mars et le 24 juin, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de 2 mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi. Bon, ça nous intéresse moins directement. Donc, cet article 2, c'est lui qui va donc fixer les délais de recours contentieux pendant la période d'urgence sanitaire. Ces dispositions, donc, elles ne prévoient pas ni une interruption ni une suspension de délai. Donc, ces notions de suspension ou d'interruption qu'on connaît dans le calcul des délais contentieux. C'est une prorogation des délais de recours contentieux qui est mise en place. Et cette prorogation, elle trouve à s'appliquer pour les décisions administratives dont le délai de recours contentieux viendrait à expirer entre le 12 mars et le 24 juin 2020. Ça ne vaut que pour ces délais donc, qui viennent à expiration dans cette période. Cela vaut notamment donc, pour les recours en annulation à l'encontre des différents permis de construire, permis d'aménager, des décisions de non-opposition à déclaration préalable, des décisions de préemption, des délibérations approuvant des PLU ou des procédures d'évolution de ces PLU, des délibérations de création de ZAC, et également en droit de l'environnement, ça pourrait concerner donc les autorisations environnementales. Donc c'est vraiment tous les recours contre les décisions administratives qui sont ici, qui sont visés par cet article 2. Dans ce cas-là, donc, ce calcul de la prorogation du délai, il nous est indiqué que la prorogation est de 2 mois à compter de l'expiration d'une période d'1 mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Donc, la prorogation est de 2 mois à compter maintenant, vous le savez parfaitement, à compter du 24 juin 2020. Donc là, on a récapitulé le calcul de la computation des délais dans un schéma. Donc, vous avez donc la première date qui nous intéresse, c'est la date du 12 mars 2020, qui est le début de la période prise en compte par l'ordonnance du 25 mars 2020. Vous avez après la date du 24 mai 2020, qui est la fin de l'état d'urgence sanitaire. Le 24 juin 2020, qui est la fin de la période qui est prise en compte. Et donc, ce sont tous les délais de recours qui expireraient pendant la période entre le 12 mars et le 24 juin 2020 qui sont concernés donc, par cette prorogation. Le délai légal repart donc, à compter du 24 juin 2020 pour une durée donc maximum de 2 mois. Pour donc illustrer le calcul de ces délais, si on prend un permis de construire qui a été affiché sur le terrain le 14 janvier 2020. Un recours contre, donc on est bien d'accord, 14 janvier 2020, ça signifie que le délai, donc c'est un délai de droit commun de 2 mois à l'encontre d'un permis de construire à compter de sa date d'affichage. Ça signifierait que la fin du délai de recours tombe pendant donc, la période entre le 12 mars et le 24 juin. Donc là, le recours contentieux bénéficiera de la prorogation et donc le recours contentieux faudra le faire commencer à courir à compter du 24 juin, ce qui signifie que le recours sera recevable jusqu'au 25 août
2020. Donc, on applique le délai de recours de 2 mois de droit commun à compter du 24 juin. Pour une autorisation environnementale qui est affichée donc avant le 12 mars. Donc, la spécificité des autorisations environnementales, c'est que le délai de recours contentieux, il est pas de 2 mois, mais il est légalement de 4 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité. Donc, ce délai, il recommencera aussi à courir, je pense que vous avez suivi, à compter du 24 juin, mais lui, il ne va pas courir pour une durée de 4 mois. Donc, ça serait le cas si on était dans une hypothèse d'interruption de délai. Interruption de délai, le délai il recommencera à courir pour l'intégralité de sa durée, donc pour 4 mois. Ici, c'est une prorogation dont on a dit qu'elle avait une durée maximum de 2 mois. Donc là, il va recommencer à courir à compter du 24 juin 2020, mais pour une durée seulement de 2 mois et non de 4 mois, qui est la durée normalement légale de recours contentieux contre une autorisation environnementale. Alors, sur les délais de recours contentieux, il y a un point qui nous semble particulièrement important de retenir, c'est que l'ordonnance, elle ne trouve pas à s'appliquer, si on en fait une lecture aujourd'hui complètement stricte, pour les recours contentieux qui viendraient à expiration après le 24 juin 2020. Donc, dans ce cas-là, les autorisations qui sont objets de mesures de publicité, c'est-à-dire à compter du 24 avril 2020, donc toutes les autorisations qui font l'objet de mesures de publicité à compter du 24 avril 2020, donc c'est-à-dire que leur délai de recours, il est postérieur au 24 juin 2020. Pour ces autorisations-là, il n'y a pas de prorogation, de délai. Voilà la spécificité, ce qu'il est important de retenir. Et donc, du coup, je me permets, après ces explications-là sur les délais de recours contentieux, de revenir sur les demandes de pièces complémentaires. Et ben, c'est exactement le même mécanisme donc, pour les demandes de pièces complémentaires qui trouvent à s'appliquer. Bon, pour les demandes de pièces complémentaires, donc, quand la question se pose, c'est quel est le délai pour le pétitionnaire pour répondre à ces demandes de pièces complémentaires. Donc, c'est ce que je vous avais expliqué avant. Et ben, c'est exactement le même mécanisme que pour les délais de recours contentieux. Voilà. Alors, il y a donc ce mécanisme de prorogation des délais de recours contentieux, donc qui est prévu par l'ordonnance, mais il n'empêche que si quelqu'un veut faire un recours, ce n'est pas l'ordonnance qui va faire échec à la possibilité pour un justiciable de contester la décision administrative. Donc, il pourra quand même exercer son recours contentieux pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Il n'y a pas de problème. Dans cette hypothèse-là, il devra respecter toutes les règles qui sont nécessaires à la recevabilité de son recours et notamment si son recours il entre dans le champ de l'article R601 du Code de l'urbanisme avec l'obligation de notification, ces règles-là devront être, le cas échéant, respectées. C'est ce qui conditionne la recevabilité de son recours. Alors, pour continuer nos développements sur le contentieux, donc le contentieux de l'urbanisme, on va passer maintenant donc, à d'autres dispositions, mais là qui sont plus liées au fonctionnement des juridictions administratives, mais qui vont avoir un impact sur le traitement des contentieux en matière d'urbanisme. Et là, c'est l'ordonnance du 25 mars 2020 donc, qui porte adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Ce sont ces dispositions-là qui ont fixé des règles spécifiques pour tenir compte de cette période de crise sanitaire et notamment des règles de distanciation qui sont nécessaires. On va le voir dans les mesures qui sont prises. Il a fallu aussi que les juridictions s'organisent et notamment les juridictions administratives. Alors, à relever dans cette ordonnance, il y a la possibilité donc, de compléter les formations de jugement par un magistrat d'une autre juridiction. Il y a la possibilité de tenir des audiences par un moyen de communication audiovisuel ou téléphonique ou hors la présence du public. Et il y a aussi la possibilité de statuer sans audience sur tous les référés après information des parties et fixation d'une date de clôture d'instruction. Alors là, clairement, nous,
en pratique. On a déjà été confronté à cette dispense d'audience à plusieurs reprises dans des contentieux qu'on peut suivre. Donc, on reçoit du coup un courrier de la juridiction qui va nous indiquer que le dossier ne fera pas l'objet d'une audience. Donc, il sera statué sur le dossier sans audience. Donc, là, c'est vraiment tout l'intérêt des écritures où on aura pu développer tout notre argumentaire. Pardon. Donc, autre élément à noter concernant le traitement du contentieux administratif de l'urbanisme, il y a aussi une prorogation des délais impartis au juge pour statuer. Donc, le point de départ de ces délais est reporté au 1er juillet 2020. Donc, en droit de l'urbanisme, ça concerne, vous le savez, que le juge administratif en droit de l'urbanisme, il a un délai de 10 mois pour statuer sur les recours contre les permis de construire d'un bâtiment qui comporte plus de 2 logements ou contre les permis d'aménager un lotissement. Donc, article R600-6 du Code de l'urbanisme. Et dans ce cas-là, ce délai de 10 mois pour statuer, il est son point de départ, il est à compter du 1er juillet 2020. Il y a aussi un report des dates de clôture de l'instruction. Donc, celles qui interviennent entre le 12 mars et le 24 juin sont reportées de plein droit d'un mois suivant cette dernière date. Alors là, néanmoins, du coup, il y a une petite nouveauté. C'est dans l'ordonnance qui est donc parue au JO aujourd'hui, qui réglemente donc le traitement du contentieux administratif. Il a été indiqué néanmoins que le président de la formation de jugement, il peut décaler cette date de clôture de l'instruction et il est fort possible que le président de la formation de jugement fasse usage de cette possibilité pour éviter un trop gros ralentissement du traitement des dossiers contentieux. Après, ça dépendra effectivement des effectifs aussi au sein des juridictions administratives. Est-ce qu'ils sont en capacité de continuer le traitement des dossiers? Alors, autre point à relever, c'est les délais d'instruction qui sont imposés aux parties par un texte pour produire un mémoire ou une pièce. Pour ces délais-là qui expirent entre le 12 mars et le 24 juin, ils recommencent à courir à la fin de cette période pour leur durée initiale dans la durée de 2 mois. Donc, appliqué en droit de l'urbanisme, ces dispositions concernent la procédure de confirmation d'une requête au fond après le rejet d'un référé suspension pour défaut de moyens sérieux et le mécanisme de cristallisation automatique des moyens. Ce mécanisme, il est provisoirement écarté en cas de cristallisation intervenant entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. Voilà pour l'aspect contentieux. Autre point qui nous paraissait intéressant de souligner, ça concerne les antennes relais. Comme je vous le disais en début de présentation, il y a eu une ordonnance qui a été adoptée spécifiquement en la matière. Bon, c'est pour permettre une continuité des services donc, de communication électronique. Là, le point intéressant à relever en droit de l'urbanisme, c'est que pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, les constructions, les installations et les aménagements nécessaires à la continuité des réseaux et services de communication électronique ayant un caractère temporaire ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme. Ils sont considérés comme des réalisations dispensées de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme et relient. Et donc voilà, ils sont dispensés de toute formalité. Donc même pour ces implantations, à partir du moment où elles vont avoir un caractère temporaire, elles sont dispensées, y compris de dossiers de déclaration préalable de travaux. Il est néanmoins précisé que l'implantation temporaire, elle peut perdurer, mais elle peut perdurer jusqu'à 2 mois après l'expiration de la durée de l'état d'urgence sanitaire. Et ça, afin de permettre leur démantèlement. Voilà, c'était un point rapide sur les antennes relais. Et enfin, la dernière ordonnance qu'on évoquait donc, en début de présentation, qui est relative donc, à
à la continuité du fonctionnement des institutions locales, elle prévoit une dérogation aux règles régissant les délégations consenties aux exécutifs locaux, et notamment l'ensemble des attributions qui sont définies à l'article L 2122-22 du CGCT sont confiées de plein droit au maire sans délibération du conseil municipal. Alors, cette disposition effectivement du CGCT, elle prévoit toute une liste de compétences qui sont dévolues normalement à l'Assemblée délibérante, mais l'Assemblée délibérante, le conseil municipal peut, par délibération, déléguer au maire. Là, pendant donc, la période d'urgence sanitaire, il y a donc du coup un transfert automatique au maire de cette compétence. Alors, sans délibération. Donc, en droit de l'urbanisme, cela vise l'exercice des droits de préemption et de priorité prévus par le Code de l'urbanisme. Dans une ZAC, ça vise aussi la signature de la convention avec le constructeur fixant la participation au coût d'équipement de la zone. Ça vaut aussi pour le dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives aux biens communaux. C'est-à-dire que là, du coup, si pendant la période d'urgence sanitaire, le maire il veut déposer une demande d'autorisation d'urbanisme pour des travaux qui seraient soumis à un permis de construire sur un bien communal, il sera dispensé d'obtenir une délibération préalable du conseil municipal. Il peut de plein droit agir. Et en droit de l'environnement, cela vise la compétence d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique. Voilà les dispositions qu'on a pu identifier comme intéressant le droit de l'urbanisme et de l'environnement. Voilà, on en a terminé pour cette présentation. J'espère complète, on a fait en sorte qu'elle le soit, j'espère assez claire pour tout le monde. Bien, il y a beaucoup de questions. Donc, on va essayer quand même de finir avant la nuit. Non, c'est une blague. Mais non, c'est déjà merci pour votre intervention qui était très riche, très dense, avec beaucoup de détails. Et je vous remercie parce que je rappelle que dans ce webinaire est gratuit et que on est tous là entre guillemets aussi pour faire en sorte que chacun puisse fonctionner le mieux possible, on va dire, à cette période un peu de trouble. Alors déjà, je voudrais vous dire, Séverine et Quentin, donc vous avez pas mal de retours de gens qui vous remercient sur votre présentation. Voilà, donc c'est vrai que comme on n'est pas dans une salle, il n'y a pas d'applaudissements ou quoi que ce soit, mais voilà, je voulais. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Alors, pour les questions. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Alors, vous nous faites peur, Joël. Ah oui, je fais monter un peu la pression là. Alors, il y avait pas mal de questions qui portaient sur les délais, parce que c'est vrai que la notion, la date là, du 24 juin pose vraiment poser question pour beaucoup de personnes en fait. Par exemple, quelqu'un qui dit voilà, pour les dossiers dont l'instruction serait terminée avant le 24 juin, peuvent-ils être délivrés avant l'expiration du délai du 24 juin? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. En fait, c'est pas une, comment dire, ça ne vous empêche pas d'agir. C'est ce qu'on disait plus en amont il faut prendre ce dispositif-là, ce dispositif de suspension, comme des règles qui ont été mises en place pour permettre aux collectivités qui fonctionneraient avec moins de moyens humains, donc de ne pas se retrouver avec des décisions tacites. Donc c'est pour ça qu'il y a un mécanisme de suspension qui est prévu et ça protège les collectivités parce que du coup pendant cette période-là, il n'y a pas de tacite. On ne peut pas vous dire vous n'avez pas agi, du coup je bénéficie d'une décision tacite. Par contre, vous, collectivité, si vous avez les moyens pour le faire et si aussi les organismes que vous devez consulter dans le cadre de la délivrance de vos autorisations vous répondent, parce qu'on a déjà des retours de collectivités qui nous disent les services de l'ABF, par exemple, on ne peut plus les joindre. Mais si vous arrivez à avoir toutes les consultations, vous pouvez tout à fait délivrer une autorisation d'urbanisme avant le 24 juin. Il n'y a aucun problème. Ok.
Alors, je prends certaines questions, j'essaie de prendre les plus représentatives, en tout cas j'espère, hein, j'espère pas frustrer trop de monde. Alors apparemment, certaines mairies continuent d'instruire les dossiers. Oui. Peut-on penser qu'elles rendront leur avis sans tenir compte de cette suspension des délais d'instruction? Oui. C'est-à-dire que si elles continuent d'instruire, il faut qu'elles continuent d'instruire comme elles ont l'habitude de le faire. Si elles continuent d'instruire, j'ai effectivement aussi eu des collectivités qui disaient bah, nous, on ne veut pas attendre. On ne veut pas attendre le 24 juin parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Bon, bah, soit vous continuez d'instruire en respectant donc, les procédures. Donc, je répète, ce qui peut être un frein, c'est que vous devez consulter et que du coup, l'organisme que vous allez consulter, lui aussi, et ben, le délai normalement qu'il y a un délai d'1 mois si on est dans le cadre d'une demande de permis de construire pour vous répondre, et ben non, lui bénéficie aussi du dispositif de suspension. Donc, son délai pour vous répondre, il va commencer à courir à partir du 24 juin. Donc, ça peut vous empêcher de vous prononcer. Et après, ce qui peut être aussi bloquant, c'est que si vous avez besoin de faire une demande de pièces complémentaires, le pétitionnaire, lui aussi, il bénéficie d'une prorogation de délai pour vous répondre. Donc ça pourrait vous empêcher de continuer à avancer dans votre instruction. Mais si tout le monde fait preuve, entre guillemets, de bonne volonté, c'est pas forcément une question de vouloir, c'est parfois une question de pouvoir. Mais si tout le monde continue à jouer le jeu, à répondre, il n'y a aucun problème. Vous pourrez instruire, consulter, faire des demandes de pièces complémentaires, le pétitionnaire vous répond et délivrer à la fin votre autorisation d'urbanisme. Des questions très terre à terre aussi, très pratiques. Est-ce que l'affichage sur le terrain et les recours des tiers sont concernés par cette loi? Ah oui, oui. Ils sont directement concernés par cette loi. Donc, c'est ce qu'on aura vu sur la prorogation des délais de recours contentieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre affichage il est effectué pendant la période d'urgence enfin, non, je ne vais pas prendre la date de l'affichage, je vais vous perdre. Je vais dire que il y a une prorogation des délais de recours contentieux. Il y a une prorogation des délais de recours contentieux pour tous les délais de recours qui expireraient entre le 12 mars et le 24 juin. Voilà. Donc, ça veut dire que ça vaut pour toutes les décisions qui font l'objet de mesures de publicité depuis le 12 janvier, en fait. Depuis le 12 janvier. Après, du coup, donc, pour les décisions qui font l'objet de mesures de publicité depuis le 12 janvier, il y a une prorogation des délais de recours contentieux. Donc, les délais de recours contentieux, ils commencent à courir à compter du 24 juin 2020 pour une durée maximum de 2 mois. Donc, si c'est un permis de construire, eh ben, c'est la durée légale de 2 mois. On a vu que si c'était une autorisation environnementale, normalement, le délai, c'est de 4 mois, mais là, ça sera un délai de 2 mois quand même, à compter du 24 juin. La chose, effectivement, il y a des délais de recours contentieux qui pourraient ne pas être concernés. Ce sont tous les décisions administratives qui feraient l'objet de mesures d'affichage à compter du 24 avril 2020. Parce que une décision administrative qui fait l'objet d'une mesure d'affichage à compter du 24 avril 2020. Vous prenez un délai de recours contentieux de 2 mois pour un permis de construire à compter de l'affichage sur le terrain. Si je fais mon affichage le 24 avril 2020, ça veut dire que le tiers, il a jusqu'au 25 juin 2020 pour saisir, faire un recours gracieux ou saisir le juge administratif. La date du 25 juin 2020, elle est postérieure à la fin de la période d'état d'urgence sanitaire. Et bien, ces délais-là, ils ne font pas l'objet d'une mesure de prorogation.
Donc, c'est vrai que sur les délais de recours contentieux, c'est assez quand même technique. Il faut être vigilant. Il ne faut pas penser que toutes les décisions qui font l'objet de mesures d'affichage jusqu'au 24 juin 2020 sont concernées par la prorogation. Mais c'est bien ce qu'on a expliqué dans nos diapos. On l'a bien expliqué, ça. Alors, une commune aussi qui dit, voilà, non, pardon, pas une commune, mais une question qui concerne des actions d'une commune. Si une commune reçoit un recours gracieux après le 12 mars 2020, est-elle tenue de répondre dans un délai de 2 mois, suivant la réception du recours, ou bénéficie-t-elle également d'un report? On est toujours sur le même sujet, des… Oui, après, Quentin, c'est ça. Elle entre en plein dans l'hypothèse de prorogation. Donc, du coup, si elle reçoit un recours gracieux à partir du 12 mars, depuis le 12 mars, si elle est destinataire d'un recours gracieux, le délai pour répondre, il court à compter du 24 juin. Donc, elle a 2 mois pour répondre à compter du 24 juin. J'ajoute que dans ce cas de figure-là, il sera intéressant d'accuser réception pour indiquer à la personne qui aura saisi la commune d'un recours gracieux quels sont les délais à partir desquels naîtra une décision implicite de rejet de son recours gracieux. Enfin, en tout cas, c'est une possibilité. Oui, c'est sûr. Et c'est particulièrement opportun de le faire ici, c'est clair. Alors, il y a une question aussi qui tourne autour des aspects numériques, on va dire, dans les relations, on va dire, sur ces sujets. Donc, est-ce que, par exemple, les demandes de pièces par courriel sont recevables juridiquement durant cette période? Non. Non, il faut faire une demande de pièces. Le mode de pièce, ça reste le LRAR. Mais vous pouvez faire votre demande, vous pouvez tout à fait faire des LRAR en ligne. Vous pouvez faire votre demande de pièces. Pareil, voilà, vous faites votre LRAR en ligne. Après, du coup, par contre, ce qui va se passer, c'est que vous faites votre demande de pièces complémentaires par LRAR. Vous l'aurez compris néanmoins que la personne qui va être destinataire de cette demande de pièces complémentaires, elle va bénéficier d'une prorogation de délai pour vous répondre. Voilà, le délai pour vous répondre, il va courir à compter du 24 juin. Voilà. Après, c'est pas forcément l'intérêt du pétitionnaire, lui, de vouloir bénéficier de cette prorogation-là. C'est pas forcément dans son intérêt. Un pétitionnaire qui veut que son projet avance, il n'a pas du tout intérêt à s'inscrire là-dedans. Si la commune, elle continue à instruire les autorisations d'urbanisme, l'intérêt du pétitionnaire, c'est de répondre le plus rapidement possible. Voilà. D'accord. Alors, une question sur un tout autre champ. Est-ce que le maire a la possibilité de conclure un PUP hors délibération? Est-ce qu'il a l'opportunité de conclure un PUP hors délibération? La possibilité. Oui, j'ai compris votre question. Alors, Laure, il me semble, et clairement, j'ai pas en tête de mémoire par cœur les dispositions de l'article L2122-22. Il faudrait… Alors après, s'il y a des questions entre guillemets qui sont qui nécessitent un peu de recherche de votre part, etc., on ne va pas forcément passer trop de temps pour y répondre. C'est vous qui voyez si vous pouvez répondre rapidement ou pas. Je pense que je peux essayer de répondre rapidement si je… D'accord. Parce qu'en fait, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que la conclusion de contrat a été dévolue automatiquement au maire? Donc, la réponse, elle est dans l'article L2122-22. D'accord. Et de décider de passer des comptes… Peut-être une autre question, je ne sais pas si Quentin pouvait répondre. Est-ce qu'un arrêté du maire stoppant les dépôts d'autorisation est légal, du coup, là, en ce moment, dans cette période? Est-ce qu'un arrêté stoppant les dépôts d'autorisation… Alors, non, stopper le dépôt d'autorisation ne peut pas empêcher quelqu'un de déposer une demande de permis de construire. Par contre,
l'instruction, et comme l'a dit Séverine, on a bien ces mécanismes de suspension, prorogation des délais d'instruction. Donc, il n'y a pas tellement de matière à le faire. Je pense que c'était avant que n'interviennent peut-être les dispositions de l'ordonnance qu'on avait eu ce type d'arrêté qui avait été pris. Mais là, en l'occurrence, les dispositions de l'ordonnance permettent de préserver les choses en matière d'autorisation d'urbanisme. Voilà, exactement. Là, pour compléter ce que dit Quentin, on en a vu passer ce type d'arrêté-là, où en fait, au départ, les communes ont eu peur parce qu'elles se sont dit, on va quand même être destinataire de demandes d'autorisation d'urbanisme, on va pas être en capacité de les instruire. Donc, du coup, on va se retrouver avec des autorisations d'urbanisme tacites. Voilà, maintenant, il n'y a plus de crainte à avoir à ce niveau-là, justement, parce que vous êtes destinataire d'une demande d'autorisation d'urbanisme, vous n'êtes pas en capacité de l'instruire, pas d'inquiétude, il y a une suspension automatique, le délai d'instruction, il va recommencer à courir postérieurement au 24 juin 2020. Donc voilà, il n'y aura pas de tacite. Donc il n'y a aucun intérêt à prendre un arrêté pour interdire. Et puis je pense que cet arrêté, il serait illégal. Voilà, vu que justement le législateur et je ne vais pas y arriver, le gouvernement ont pris une série de mesures justement pour tout organiser. On n'a pas entendu interdire le dépôt des demandes d'autorisation pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Non, c'est pas possible, je pense. Pour le PUP, je ne pense pas, mais ça c'est sous réserve. Je viens de faire une lecture rapide de l'article L2122-22. Je ne pense pas que ça fasse partie des conventions que le maire pourrait conclure sans délibération préalable du conseil municipal. Il faudrait une délibération. Je pense que ça rentre pas, je le vois pas énuméré dans l'article L2122-22. Après, il y a des questions qui sont très aussi qui sont liées en fait au fonctionnement là aujourd'hui, ne serait-ce que de choses très très simples comme le siège de la Poste, qui fonctionne plus ou moins bien. Et quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on fait avec les sièges postaux qui ne notifient pas, conservent, ou qui posent le recommandé avec accusé de répétition dans la boîte aux lettres sans faire signer les demandeurs, ou qui retournent les RR à la mairie, enfin bref, avec du coup une gestion chaotique, on va dire, des courriers liés au fonctionnement lui-même un peu en pointillé des sièges de la Poste, quoi. Oui, alors là, pas grand-chose. Il y aurait. Oui, ce qui fait foi dans l'accusé de réception, c'est toujours la date qui va être indiquée par les services postaux. Mais ça, c'est un problème qu'on a de manière récurrente quand les délais sont mal indiqués. Là, j'ai pas de solution. De toute façon, effectivement, la seule chose qui ferait foi, c'est le récépissé LRAR avec la date qui est indiquée. Ou alors, c'est quand je remets en main propre contre des charges. Si la commune a les moyens de faire comme ça, livrer le courrier par un coursier, un agent de la commune, et qui du coup fait remplir un papier comme quoi ça a été remis en main propre à telle date. Ça pourrait être la solution. Après, il y a l'huissier, mais l'huissier c'est pareil, on a entendu que dans pas mal de départements, les huissiers ne se déplacent plus. Donc là j'ai pas plus de solutions, d'idées. Alors, il y a le RAR par voie électronique. Oui, il y a le LRAR. Oui, il resterait le LRAR par voie électronique. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions sur les délais, par rapport aux procédures. C'est vrai qu'il y a vraiment cette gestion de planning sur les délais. C'est quelque chose d'assez complexe. Et tout le monde, même si votre explication était très claire, mais il y a bien sûr plein de cas de figure, et donc il y a beaucoup de questions. Alors, moi, je voudrais revenir du coup plutôt sur peut-être des choses un peu plus généralistes, parce que pour vous concerner peut-être tout le monde. Est-ce que vous savez si une nouvelle ordonnance peut être prise encore par le gouvernement sur les aspects d'urbanisme? Est-ce que vous avez d'informations sur Oui, on pense même que cette ordonnance-là, elle est attendue.
elle est attendue notamment parce que comment dire, les promoteurs immobiliers, enfin les acteurs de la construction se plaignent de l'ordonnance qui a ralenti les délais d'instruction, et du coup il y a certainement une ordonnance qui devrait intervenir. Comme un petit peu en matière d'environnement, alors pas pour les mêmes préoccupations, hein. En matière d'environnement, l'ordonnance qui est intervenue pour déjà déroger à l'ordonnance du 25 mars 2020, elle était pour des raisons de sécurité. Là, ça serait pour éviter qu'il y ait trop de projets qui soient bloqués. Voilà. Et alors, du coup, il y a eu quelques remarques aussi de personnes qui disent, voilà, mais est-ce qu'il y a un risque que effectivement les délais du coup puissent être recalculés du fait soit de cette ordonnance, soit du prolongement du confinement, soit parce que l'état d'urgence sera prolongé, quoi. Oui, il y a une chance à arracher les cheveux là sur les calculs des délais. Là, on pourrait continuer. Déjà, on recommencera. On recommencera. Voilà. Là, effectivement, il ne faut pas se dire que les choses sont figées. C'est un état qu'on vous présente à la date du 9 avril. Il est possible que demain, après-demain, tout ça évolue. Donc voilà. Il est conseillé de faire un très beau tableau Excel avec tous ces actes administratifs et les dates d'échéance des différents documents. C'est sûr que je pense qu'on n'est pas prêt de finir de se faire des nœuds au cerveau par rapport à la question des délais. Je vous le confirme. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions. Je ne sais pas dans quelle mesure vous serez en capacité de pouvoir peut-être répondre à part aux questions. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de le faire ou pas, Séverine ou Quentin. Ça dépendra. Oui, ça dépend. Après, faut pas. Enfin, vous nous les transmettrez. On verra après si on peut répondre. Il y a beaucoup de questions, mais on essaiera dans la mesure du possible. Oui. Voilà, complètement. Ouais, bien sûr. Hein, il n'y a pas d'obligation. C'est juste une possibilité parce que sinon, si on répond à toutes les questions, je pense qu'on y est encore ce soir. Mais ça veut dire aussi que déjà, c'était très riche. Les 18h30. Donc, on va se donner encore 2 questions. D'accord. Et puis après, on va donner congé à tout le monde. Alors, je regarde. Ils ont plus de questions après qu'avant. Pardon? Ah oui. Ils ont plus de questions après qu'avant. Je sais pas. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Parce que parfois vos réponses du coup amènent aussi d'autres questions. Hein, donc c'est logique. Hein. Alors, excusez-moi. Alors oui, quelqu'un qui fait une remarque, nous avons beaucoup parlé d'urbanisme, mais et pour ce qui concerne les demandes qui concernent les dispositifs d'enseigne et de publicité. Est-ce que vous avez des… en matière… On ne s'est pas penché précisément sur cette question, mais c'est pleinement transposable. Nous, on a donné des exemples avec les permis de construire ou les autorisations environnementales, mais tout ce qui est les mesures, enfin tout ce qui est la publicité, code de l'environ, je veux dire, les règles qu'on a énoncées, elles seront transposables, elles seront parfaitement transposables à ce mécanisme-là. Voilà. L'ordonnance va au-delà du champ de l'urbanisme et de l'environnement stricto sensu. Oui, c'est ça. Il va quand même… C'est pleinement transposable, ce qu'on a dit. Ok. Un point sur les ERP. Comment appliquer les ordonnances au regard des autorisations liées aux ERP? ERP, là, on rentre dans ces codes de la construction, mais ce sera la même chose. Je vais appliquer les mêmes… je vais appliquer exactement les mêmes dispositions en matière de ERP. J'instruis de la même manière. C'est-à-dire que si j'ai des demandes qui sont déposées entre le 12 mars et le 24 juin, tous les délais pour répondre, enfin, le délai d'instruction, il va commencer à courir à compter du 24 juin.
En fait, tout ce qu'on a dit, c'est beaucoup plus large que les permis de construire, les déclarations préalables de travaux. Donc, ce qui est relatif aussi aux ERP, c'est parfaitement transposable, même si on n'a pas donné des exemples spécifiques. Mais vous pouvez transposer sans problème. Par exemple, une personne qui dit, voilà, j'ai une demande d'autorisation DP, prêt à déposer depuis le 12 mars. Est-ce que j'ai intérêt de le déposer avant le 24 juin ou après? Oui, en fait, vous avez intérêt de le déposer avant le 24 juin. Néanmoins, votre commune, elle pourra décider enfin, votre commune, la commune où vous voulez mener votre projet, elle pourra l'instruire. Maintenant, il est possible que votre commune elle soit pas en capacité de l'instruire et que du coup, votre DP, le délai d'un mois qu'elle a pour vous répondre, il commencera à courir à compter du 24 juin uniquement. Voilà. Mais oui, déposez-la. Si ça se trouve, la commune, appelez-la, la commune déjà. La commune, elle vous dira ce qu'il en est, comment elle fonctionne aujourd'hui. Je pense que là, c'est le meilleur mécanisme. C'est de ne pas hésiter à appeler les services d'urbanisme de la commune pour voir comment elle fonctionne. Si elle vous dit de toute façon, ça ne sert à rien, nous, on a tout suspendu, on n'a personne, on ne peut pas instruire avant le 24 juin, ça ne sert à rien de vous précipiter. Mais si ça se trouve, elle vous dira, pas de souci, nous, on continue à instruire. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions, de remarques de personnes aussi qui, du coup, voilà, comme le propos était quand même très dense, effectivement, il faut s'accrocher, hein, on est d'accord, hein, c'est un sujet qui est ardu parce qu'il faut vraiment avoir bien les dates en tête et c'est une vraie gymnastique à avoir. Je précise à tout le monde qu'en fait, le webinaire est disponible en replay. Donc, ça veut dire que vous allez recevrez par mail, du coup, le replay de ce webinaire. Donc, s'il y a des parties sur lesquelles vous n'avez pas forcément bien compris, etc., je vous invite, du coup, à le revisionner et, du coup, à bien regarder les différentes parties qui vous intéressent plus particulièrement. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, parce qu'il est déjà 18h38. Oui, Joël, j'avais juste une observation. Et notre présentation, peut-être qu'elle est disponible aussi, parce que là, c'est vrai qu'on avait une présentation, mais du coup, je pense qu'il faut laisser le temps. Oui, on l'envoie à tout le monde. Voilà, du coup, je pense que là, c'est difficile, effectivement, quand on a une présentation pour le public, il faut aussi un temps pour digérer, on va dire. Donc, du coup, je pense qu'avec notre présentation, il y a vraiment, il me semble, la réponse à pas mal de vos questions. Complètement. Après, effectivement, parce que c'est très détaillé. Après, c'est à chacun après effectivement, de regarder, on va dire, l'ensemble de ces problématiques et puis de les organiser en fonction des problématiques de taille. Hein. Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête là. Déjà, je vous remercie à nouveau Séverine, à nouveau Quentin, du temps que vous avez consacré à la préparation de ce webinaire et puis à son animation. Donc, merci à vous. Merci à tout le monde d'être venus si nombreux et d'avoir assisté à ce webinaire jusqu'au bout. Il y en a beaucoup qui sont restés, donc bravo, je vous félicite parce que c'était relativement long mais passionnant. Et je vous souhaite surtout tous un bon courage en cette période de confinement. Et donc, vous recevrez tous à la fois et le PowerPoint et le replay de ce webinaire. Et donc, nous reverrons. Donc, l'ensemble des questions qui ont été posées, en fait, seront également mises à disposition du cabinet à Damas. Et je voulais savoir, Séverine et Quentin, dans quelle mesure vous serez en capacité de pouvoir répondre à certaines questions ou pas, dans la mesure de ce que vous pouvez faire. Voilà. Merci. Merci à vous. Je vous salue tous. Je dis au revoir et à une prochaine sur nos webinaires. Merci, au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.